Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Sandrine, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Merci d'être là, je suis super excité de te recevoir aujourd'hui. On va parler de plusieurs sujets, mais entre autres, beaucoup de social, de communauté, de ton implication aussi écologique que tu as comme entrepreneur. Fait que pour ceux, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui ne te connaissent pas, Sandrine Milange, je vais te faire une petite introduction, petite longue parce qu'elle est quand même impliquée dans beaucoup de choses, Sandrine. Mais en gros, t'es quand même une femme super visionnaire, t'es engagée, t'es inspirante, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Puis, tu es fondatrice d'Écolofarm, une entreprise qui a 15 ans cette année, qui est basée à Chambly, puis qui révolutionne tout le monde de l'industrie pharmaceutique avec une mission qui est vraiment claire, qui est de réduire l'empreinte écologique des contenants utilisés dans les pharmacies. Fait que ça, tu fais ça, c'est ça, depuis déjà 15 ans. Puis on va parler après ça, tu as quand même repris un petit peu l'entreprise de tes parents, puis tu l'as complètement modifié. Fait qu'on parlera de ça après. Puis Écolofarm, c'est certifié B Corp, qui est une certification justement qui va dans plein de sphères, autant l'écologie, le social, l'engagement communautaire. Bref, tu nous en parleras un petit peu plus tantôt. Puis, comme je disais, tu es impliqué énormément dans plein de causes sociales, comme par exemple, tu es présidente de la table de concertation en économie verte de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Tu es membre du conseil d'administration de la Fondation Santé Haute-Richelieu-Rouville. Tu es vice-présidente conseil d'administration du Conseil de l'industrie durable. Tu es aussi membre du comité de développement économique régional d'Investissement Québec. Tu es mentor pour des femmes entrepreneurs dans le cadre du programme Women for Climate. Tu es membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu-Rouville. Et tu es aussi conférencière spécialisée en éco-responsabilité. Tu fais plein de conférences, entre autres avec l'école d'entrepreneurship de Beauce. Tu es entrepreneur-entraîneur, comme ils appellent, pour aider les entrepreneurs avec toute leur entreprise, leur mission, leur vision. Fait que, wow! C'est quand même énorme. Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer dans autant de causes? Oui, parce qu'en fait, je n'ai que 24 heures dans une journée, oui, comme ça. tout le monde. Hein? Qu'est-ce qui m'a amené à m'impliquer? En fait, c'est le... Quand on a une entreprise, à un moment donné, je crois qu'on réalise à quel point est-ce que ça peut être un outil de transformation très puissant et de rester à l'intérieur de nos quatre murs. C'est pas nécessairement sain pour nous, pour notre équilibre d'entrepreneur déjà. Et c'est pas... Il n'y a jamais rien d'aussi valorisant que de se dire que, je suis capable justement de faire plus. Je suis capable de redonner à d'autres, à la communauté, à la société, à d'autres entrepreneurs qui vont avoir besoin d'aide, etc. C'est un besoin, une mission de partager qui est très, très importante. Parce que, tu sais, même comme je disais tantôt, vous êtes certifié B Corp. Oui. Fait que t'es quand même, tu pousses, c'est pas juste une entreprise en soi qui génère de l'argent. Oui, il faut faire de l'argent, sinon on va mourir, puis la business, on pourra pas faire cette mission-là. Mais tu pousses quand même ça vraiment plus loin, là. Bien, la certification B Corp, c'est le B de B Corp, c'est Benefit Corporation. Donc, c'est d'être capable de voir comment est-ce qu'une entreprise, si elle est capable de bien mesurer son impact, est capable véritablement de générer du bénéfice dans plusieurs sphères. Pas juste le bénéfice dans le terme financier dans une entreprise, mais du bénéfice sur la société, les communautés, nos employés. Donc, cette certification-là, évidemment, elle te force à réfléchir vraiment en dehors de la boîte, comme on dit. Mais c'est là que ça donne tout le sens de ce qu'une entreprise ou un entrepreneur est capable de faire dans une société au complet. On n'est pas sur une île, hein. C'est pas parce qu'on est dans notre entreprise que
on n'a pas un impact sur le reste, sur l'extérieur. Mais ça, j'aimerais ça que tu contes un petit peu l'histoire que justement tu as repris l'entreprise de tes parents puis tu l'as complètement modifiée. Oui. Tu as quand même fait plusieurs podcasts puis tu en parles aussi à travers d'autres, mais juste une histoire courte de pourquoi tu as fait ça puis comment tu t'es ramassé à prendre l'entreprise. Bien, très rapidement, moi, je m'orientais en fait plus vers le domaine de l'éducation. Je voulais travailler dans les médias. J'ai des formations en sciences politiques. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat et encore moins avec le domaine manufacturier de la transformation du plastique. Fait que quand j'ai été donné un coup de pouce dans l'entreprise familiale, pour moi, c'était quelque chose de temporaire, mais l'enjeu d'une entreprise familiale, tu sais ce que c'est. C'est que t'es vite pris dans une espèce de piège où tu réalises que, OK, là, mes parents comptent vraiment sur une relève, sur une reprise. Leur idée est faite. Puis moi, j'arrivais pas à trouver vraiment ma place à travers ça. Moi, ça a pris à peu près 10 ans pour que j'aime ma job. Quand même. Donc, c'est énorme. Oui, exactement. Donc, tu sais, pendant 8 ans, avant de vraiment prendre la direction générale de l'entreprise de transformation de plastique que mes parents avaient fondée, j'ai comme... pour moi, c'était pas un plan de carrière. Là. C'était pas quelque chose qui venait me chercher. Donc, quand est arrivé le jour où vraiment on m'a dit, ben tiens, tu sais, reprends les clés de l'entreprise, puis by the way, nous, on s'est acheté une maison au Mexique, puis on s'en va. J'ai comme fait, wow, c'est pas vrai que c'est ça que je vais faire toute ma vie, ça se peut pas. Tu sais, le choc de la quarantaine, mais moi, j'avais pas encore 40 ans à ce moment-là. T'as eu le choc avant. Exactement, de se dire, c'est pas vrai, c'est pas ça que je vais faire toute ma vie. Et il y avait plein de petites choses dans l'entreprise que je me disais, pourquoi est-ce qu'on challenge pas ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça de cette façon-là? Pourquoi? Puis c'est le besoin de me donner à moi-même le défi de faire autrement, d'aller challenger, de questionner, puis de dire, OK, ça fait 40 ans que les choses se font de la même façon. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Il n'y a personne qui y a pensé avant, de toute évidence. Fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Puis c'est ça. Fait que ça a été juste de se dire comment est-ce qu'on peut faire de la transformation de plastique de façon éco-responsable et attaquer un marché que personne regarde, qui est le domaine de la pharmacie, puis qui est quand même le deuxième plus gros générateur de déchets d'emballage après le milieu de l'alimentation. Donc, juste se dire, OK, il y a un problème, je vais m'y attaquer, je vais transformer, reprendre les compétences des gens qui sont présents dans cette entreprise-là, puis changer complètement la mission, puis faire quelque chose de complètement différent. Parce que c'est ça, au départ, quand c'était tes parents, il n'y avait aucun mouvement écologique. Là. C'est juste, ça transformait du plastique. C'est-tu pour ça que toi, tu te sentais comme pas bien? À l'intérieur de toi, tu avais pas cette mission-là, mais ce désir-là déjà d'écologie? Oui, l'impression de faire partie du problème, c'est quelque chose qui, pour moi, c'était difficile d'aimer ma job si justement je considérais que je faisais partie d'un problème. Donc, parce que tu étais consciente absolument. de tout ça. Puis est-ce que tes parents étaient conscients puis ça leur dérangeait pas? Non, c'est pas une question que ça les dérangeait pas. Je pense que des fois, c'est juste d'être capable de se donner, d'avoir une idée, de voir une opportunité à un moment puis de la saisir. Tu sais, dans un milieu entrepreneurial, dépendamment de où est-ce que tu es rendu dans ton évolution, dans ton cheminement, dans tes objectifs de carrière, c'est sûr que des gens qui sont proches de la retraite versus moi qui étais beaucoup plus jeune puis qui avait l'occasion de reprendre tout ça, bien, nos objectifs sont pas les mêmes, c'est évident. Fait que... Puis, est-ce que tu avais ce désir-là depuis longtemps, jeune, ou d'écologie, de durabilité? Oui, ça, c'est une sensibilité que j'ai toujours eue. Okay. Une amoureuse de la nature, amoureuse des animaux. Moi, c'est une plaisanterie même au bureau parce que à se poser la question, tu sais, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Moi, je suis capable de te dire un champignon.
Ouais. C'est juste pouvoir voir un champignon qui pousse dans mon gazon, puis moi, je suis heureuse, là. Donc, d'être capable, justement, de voir la beauté, la force de la nature, mais sa beauté, puis à quel point est-ce que, justement, ça fait du bien d'être en mesure de se connecter avec ça. J'ai toujours eu cette sensibilité-là, puis une chose qui me chicotait dans ma vingtaine, on va dire, je faisais ma maîtrise en sciences politiques, puis il y avait un cours que j'ai adoré, qui était un cours sur les politiques environnementales. OK. Mais on était juste 5 dans la classe. Hein? Absolument. Et ça, justement, tu vois, tu as exactement la même réaction que moi. On était à l'aube de l'an 2000, vraiment, 1999. Et il n'y avait que 5 personnes qui étaient intéressées par les politiques environnementales. Puis ça venait me chercher. Ouais, ça, c'est de dire, je peux pas croire. Je peux pas croire. C'est un enjeu, on le sait, on commence à en parler, mais il y a personne qui veut vraiment se mettre les mains dedans. Puis est-ce que tu dirais, tu sais, ce que tu parlais du champignon, de l'émerveillement que tu as face à ça, c'est-tu le bonheur? Tu sais, des fois, on dit qu'il y a des gens qui ont le bonheur facile. C'est-tu ça ou tu as travaillé ça? C'est une bonne question. Mais oui, on m'a déjà dit que j'ai le bonheur facile, puis tant mieux. Ouais. Vraiment, tu sais. Est-ce que je l'ai travaillé? Oui, je pense que oui. Je pense que, tu sais, il arrive dans la vie toutes sortes d'épreuves à l'adolescence, etc. Puis on fait des choix. À un moment donné, on va faire le choix de se dire, non, c'est comme, je veux pas être une victime ou je veux pas me sentir comme ça toute ma vie. Donc, je vais faire le choix d'être heureuse et je vais trouver mes ancrages, des choses qui sont justement des éléments tout simples pour Ouais, c'est ça. amener du bonheur. Parce que plus notre bonheur est inaccessible, plus c'est dangereux dans un certain sens. Ouais. Parce que moi aussi, je me suis fait souvent dire ça, mettons que j'ai le bonheur facile ou quoi que ce soit. Puis souvent, c'est un moment donné, j'ai réalisé, j'ai dit dans le fond, c'est parce que moi aussi, adolescent, j'étais comme, j'étais contre la politique, contre tout là, ce qui existe sur la Terre. Là. Je voulais juste me montrer contre tout ce qui existe. Puis j'ai dit dans le fond, c'est parce que c'est la même chose que tu viens de dire. C'est qu'un moment donné dans ma vie ado, que j'ai dit là, j'ai le choix, là, que je focus sur tout ce que je peux être contre ou tout ce que je peux être pour, puis que je fais un changement, tu sais. Puis c'est là que, après ça, quand tu fais un virage comme ça, ben là, tu penses différemment, tu agis différemment, puis là, on dirait que tu deviens heureux facilement, de guillemets, tu sais. Ben, tu sais, moi, on a fait un exercice avec l'entreprise qui m'a vraiment beaucoup plu, qui était sur les archétypes de l'entreprise. Et nous, on s'est retrouvés à avoir un archétype pour Écolofarm, qui est le créateur engagé. Puis j'ai fait, c'est tellement beau, tu sais, c'est le fun, c'est exactement ça. On veut créer, on veut innover, on est engagé à trouver des solutions pour l'environnement, etc. Mais en même temps, il y avait un petit archétype mineur en arrière de tout ça, puis c'était le rebelle activiste. OK. Et toute l'entreprise, tous mes employés s'étaient retournés vers moi, puis en fait, c'est pas l'entreprise, ça, c'est Sandrine. Et oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours manifesté pour l'environnement, etc. J'ai toujours été très activiste, mais tu l'as dit, il y a 2 façons de faire les choses. Est-ce que tu veux le faire avec de la colère ou est-ce que tu veux le faire justement avec de l'épanouissement? Fait que c'est un choix. Je suis une rebelle. C'est ça. Puis ta manifestation, tu peux manifester pour être fâché noir, puis tu peux manifester pour dire je veux faire un changement dans la vie, puis t'es positivement là. Fait que tu sais, c'est le même geste, mais tu le vois complètement différent. T'sais. Mais c'est que quand tu te donnes le luxe d'être d'avoir le choix d'être heureux, c'est toi qui as le pouvoir. Ouais. Si tu es en colère puis que tu attends qu'il y ait des choses qui soient changées pour toi par d'autres, beaucoup plus difficile. Oh, oui, c'est ça. Mais je trouve ça super intéressant. Puis c'est écologiquement, là, c'est quoi, selon toi, différents facteurs qui sont énormes, que soit dans la vie de tous les jours ou comme entreprise, on devrait changer?
Ben, l'éco-responsabilité, de façon générale, dans une entreprise, je dis souvent que c'est de l'optimisation industrielle à très haut niveau. Donc, c'est d'être capable de comprendre que si on est capable de faire plus avec moins, c'est payant financièrement pour une entreprise, mais c'est payant pour la société et l'environnement. Si on est capable vraiment de réfléchir à notre processus de façon intégrale, du début à la fin, puis qu'on prend la responsabilité de chacune de ces étapes-là, c'est là qu'on se rend compte à quel point est-ce que justement plein de petites décisions vont amener un grand processus qui, à la fin, va avoir un impact positif. Fait que c'est se donner le luxe de réfléchir à comment on peut faire les choses différemment. Puis, t'aurais-tu un exemple, maintenant concret, là, que tu fais avec Écolofarm ou ben, que tu as fait, parce que vous autres, vous mesurez aussi tout cet impact-là. C'est pas juste je fais quelque chose puis il arrive ce qui arrive, mais ce serait quoi un exemple concret que vous avez changé? Bien, un exemple vraiment de base, là, c'est dans l'entreprise d'origine, l'entreprise de mes parents, on fabriquait des fioles de médicaments pour des clients qui, eux, faisaient la mise en marché. Donc, nous, on était en sous-traitance, c'était pas nos produits à nous. Fait que c'est le client qui nous disait comment ça devait être fait, comment ça devait être emballé et livré chez les pharmaciens. Une des choses que je trouvais qui m'embêtait, c'était pourquoi est-ce qu'on fait des petites boîtes de 100 unités? On devait faire des toutes petites boîtes de 100 unités de fioles de médicaments avec un petit sac de plastique, etc. Quand j'ai commencé à poser la question, la réponse qu'on m'a donnée, c'est 100 unités, c'est le nombre de prescriptions qui est géré dans une pharmacie en une semaine, référence de 1974. Tabarouette. Moi, je commençais à poser les questions en 2008. Là. C'est loin un peu votre référence. Exactement. La référence avec laquelle je devais travailler en 2008 datait de 1974. Je ne suis même pas née là, en 1974. Donc, c'est quand on commence à se poser ces questions-là puis qu'on se dit, d'accord, je comprends, tu me dis c'est le nombre de prescriptions par semaine en 1974, mais en 2008, on est rendu à combien? En 2008, on était à plus que 1000. Est-ce que je peux faire des boîtes de 500 unités au lieu de 100? Déjà, juste ça, tu sais, c'est... Et c'est là où, quand on commence à faire ce calcul-là, puis qu'on se dit, OK, oublions la référence de 1974, remettons déjà juste un peu de bon sens dans nos références aujourd'hui, c'est là que ça ouvre la porte à tellement, tellement, tellement de choses que nous, le processus a commencé là, puis nous a amené là, justement à pouvoir avoir aujourd'hui toute une usine qui est pratiquement zéro déchet puis qui génère globalement plus de 33 % moins de GES que n'importe quelle autre usine de transformation de plastique. Puis c'est le fun, juste by the way, sur votre site internet, on peut voir ça. Tu sais, t'as comme un onglet qui dit... un calculateur. Ouais, c'est ça, calculateur d'unités, que si tu prends, mettons ça, 1000 unités par semaine ou par mois, ben là, ça donne combien tu peux sauver, puis tout ça. Je trouvais ça vraiment hot. Tout à fait. Puis quand tu dis justement que tu fais des gestes là, comme ça, tu sais, d'une entreprise ou dans la vie de quelqu'un, il y en a des... Quand tu te mets à poser des questions sur comment tu fonctionnes, il y a beaucoup de questions, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Tu commences par quoi? Oui, c'est la bonne question. On commence par quoi? Moi, ça dépend... C'est un piège, ça. Je commence par quoi? Moi, c'est le fun de prendre une photo de l'état présent. Fait que c'est sûr que si on veut démarrer une démarche de développement durable, une des façons, c'est de dire, OK, on va commencer par faire la photo, puis de faire un bilan, déjà un bilan GES, là, pour se donner une photo. Mais ça, c'est statique. Puis ça, c'est juste de dire, bon, ben c'est beau, je constate, hein, c'est ça.
Mais ce que ça permet, c'est de pouvoir commencer à instaurer une culture de mesure et d'être capable de se dire, ah, si celui-là, on était capable de le faire baisser, puis si celui-là, on était capable de le faire baisser, à partir de là, c'est là que les questions s'ouvrent. C'est comment ça se fait que telle donnée est si haute? Comment est-ce qu'on peut diminuer tel et tel impact? Et c'est là que ça amène une démarche qui est vraiment intégrée, puis qu'on se pose vraiment la question du début à la fin, tous les petits gains qu'on est capable de faire. Puis ça fait combien de temps que vous êtes B Corp? Nous, on est B Corp depuis 2019. On était le premier manufacturier en transformation de plastique dans le monde à avoir cette certification. Ah ouais, wow! On a refait notre certification en 2023 pour obtenir un pointage avec 20 points de plus que la Qu'en première 2019, fois, oui. ce qui est très gros comme oui. saut. Et on est encore les seuls dans notre domaine de transformation de matière plastique avec une certification B Corp, oui. Wow! Parce que il y a quand même, tu sais, vos pots de pilules dans les pharmacies, il y en a partout, là. C'est énorme, là, ce que vous faites. Au Canada, il se sert 800 millions de prescriptions, de renouvellement de prescriptions par année à travers le Canada. C'est pas tout dans des fioles, il y a beaucoup d'autres types de produits, évidemment, mais on s'entend que c'est quand même 800 millions de renouvellements de prescriptions qui sont emballés d'une quelconque façon. Nous, à l'usine à Chambly, on fabrique plus de 65 millions de pots de fioles de médicaments par année. Wow. C'est s'emmener de l'emballage. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, encore une fois, c'est qu'une entreprise comme vous autres, ben ces 65 millions de fioles-là, ça fait une énorme différence sur le marché. Là. Absolument, parce que déjà, par leur design, elles utilisent 35 moins de matière plastique que les produits concurrents. Fait que déjà, juste de se dire que 65 millions de pots vont avoir utilisé 35 moins de plastique, c'est des tonnes et des tonnes de plastique. Puis là, allons un petit peu dans le côté, parce que tu m'avais touché avec ton histoire, parce que tu as une fille aussi qui a aujourd'hui 16 ans. 16 ans, ouais, c'est ça. Passe son examen de permis de conduire bientôt. Oh! Ça fait un choc. Ouais, ça vieillit, ça. Mais tu m'avais... raconte-moi un peu cette histoire-là du soccer quand elle était toute petite. Ben, pour une mise en contexte, c'est quand on est entrepreneur, quand on est une femme entrepreneur, je crois qu'il y a un élément de culpabilité qui est souvent très lourd à porter. Tout le monde sait, ou peut-être pas, mais disons, toi, tu dois le savoir. C'est énormément de sacrifices de monter une entreprise, de s'engager dans un projet d'entreprise comme ça. C'est des heures qui finissent pas, c'est des stress financiers, ça demande beaucoup et c'est énormément de sacrifices. Et quand tu as un enfant, quand tu veux faire une famille, souvent, c'est difficile à conjuguer cet équilibre-là. Je vois beaucoup d'entrepreneurs féminines qui vont dire « Oui, tu sais, c'est comme, je veux bien mon entreprise, mais à 4h30, il faut que j'aille chercher mes enfants à la garderie. » Tu sais, moi, j'ai eu la chance inouïe d'avoir un conjoint qui, après que j'ai accouché, c'est lui qui a pris le congé parental au complet. Il est resté 1 an à la maison avec notre fille. Moi, je suis retournée travailler très rapidement. Oui, sûrement. Oui. En fait, moi, je dis tout le temps, un mercredi soir, là, j'ai dit à mes employés, je suis vraiment fatiguée. J'étais enceinte jusqu'aux oreilles. Je suis fatiguée. Je vais prendre off demain.
ben, le lendemain, j'étais à l'hôpital pour accoucher. Fait que pas un gros journée off. Exactement. J'ai tiré vraiment le travail le plus possible. Et je suis retournée, évidemment, très rapidement aussi au travail. Mais donc, j'avais la chance d'avoir un conjoint à la maison, mais ça vient tout le temps quand même te jouer dans la tête, de dire « Oh my God, je suis comme pas une mère adéquate, là, clairement. » On se questionne énormément là-dessus. Puis, à un moment donné, j'ai été dans une conférence et la femme entrepreneur qui parlait devant était l'ancienne présidente du groupe Nabisco. Donc, pas une petite entreprise. Et elle racontait justement à quel point est-ce que souvent, on lui posait la question « Comment est-ce que vous avez jonglé avec 2 enfants? Comment vous vivez avec la culpabilité d'avoir fait le tour du monde avec Nabisco puis laisser les enfants en arrière? » Puis elle dit « Mais je me sens pas coupable. » Elle dit « Moi, elle dit, ce que je veux, c'est former des bons citoyens, des hommes, des humains qui vont être forts, qui vont être bien avec eux-mêmes et qui ne deviendront pas, qui ne vont pas avoir senti et utilisé ma culpabilité. » Fait qu'elle dit, moi, je veux leur montrer que si j'aime ce que je fais, je ne me sens absolument pas coupable de le faire 24 heures sur 24. Et moi, j'ai fait, facile à dire, mais c'est tough. À faire, là. Et l'histoire de ma petite venimeuse de 4 ans et demi qui faisait du soccer et qu'un jour, je lui pose la question, puis comment ça a été ton soccer aujourd'hui? Et elle me répond, si tu veux le savoir, tu as juste à venir me voir. Et là, la maman, moi, ça fait « ouch! » J'ai un coup de poignard. Ah oui, le coup de poignard, mais en même temps, j'ai fait « Ah ben, elle sent elle sait que je me sens coupable, mais là, elle est en train de l'utiliser contre moi. » Et là, j'ai fait « Non. Je suis désolée, mais moi, voir des petits Chris de 4 ans et demi courir derrière un ballon puis gauler dans le mauvais but, ça m'intéresse pas. » Puis si je suis dans les estrades, là, à faire à semblant de te regarder puis être sur mon téléphone cellulaire parce que je vais répondre à des courriels, etc., ça n'a aucune valeur. Si là, je suis en face de toi, je prends le temps de te poser la question pour avoir une conversation parce que je m'intéresse à ce que tu fais. Mais non, tu ne peux pas me faire sentir coupable de ne pas être là. T'as ton père qui se gèle le cul sur les estrades, ça suffit. Tant mieux. Pas besoin d'être 2. Mais quand j'ai réalisé à quel point est-ce que ces petites bêtes-là sont super intelligents, puis elles sentaient qu'elles pouvaient aller utiliser ça contre moi, j'ai fait « Oh mon Dieu, non. Là, je suis pas en train d'en faire un bon citoyen. Là, je suis pas en train d'en faire une femme qui va être capable justement de faire ce qu'elle aime plus tard, puis de ne pas manipuler quelqu'un pour obtenir quelque chose qui n'a pas de valeur. Comme je dis, si je ne suis pas présente, véritablement présente, psychologiquement disponible pour ma fille, ça n'a pas de valeur. Donc, je fais des heures de fou au travail, correct, mais quand je reviens à la maison, je suis là pour ma fille. Quand je reviens à la maison, je suis libre de toutes les mauvaises pensées, je suis disponible, je suis là. C'est de vivre le moment présent de la bonne façon et de se culpabiliser de ne pas être là, puis de se donner des moments où, OK, je vais être là, mais je ne suis pas vraiment là. C'est encore plus nuisible. Oui, parce que c'est nuisible pour les deux. Exact. Pour tout le monde. Oui, tout à fait. Puis t'as-tu réagi live, tu sais? Oui. Ouais, OK. Oui, puis elle fait plus du tout de ça que Puis elle réagit comment? Après, tu sais, parce que l'enfant veut pas, j'ai l'impression à 4 ans et demi, tu sais, ma fille a 4 ans et demi, c'est quand même, c'est inconscient quand ils font de la genre de manipulation comme ça. Ils savent pas ce qu'ils font,
mais ils savent que tu as un point faible, puis ils vont aller vers ça pour avoir quelque chose. Mais comment qu'elle réagit à ça après? Ma fille a très bien réagi, à part qu'elle n'a plus jamais fait de soccer. Mais justement, c'était pourquoi est-ce que tu fais du soccer dans ces cas-là? Est-ce que c'est juste pour me faire déplacer sur des estrades? Tu sais, c'est la façon. Bon, j'ai pas été gentille. Quand j'ai dit, sérieusement, ça m'intéresse vraiment pas de te voir au soccer, mais ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu me parles de ton expérience au soccer. Et je pense que oui, c'est quelque chose qui a fait un déclic, même si elle n'avait que 4 ans et demi, d'être capable de se dire, ben là aussi, je m'arrête moi, puis je suis capable de dire, oh, ma maman s'intéresse. Elle veut un échange avec moi. Elle n'est pas juste en spectatrice. Et moi, je trouve, puis aujourd'hui, ma fille a 16 ans, je trouve que la qualité de la relation que j'ai avec elle vient beaucoup de ce phénomène-là de dire, je m'intéresse à qui tu es et à ce que tu fais, mais je ne suis pas une spectatrice. Je ne fais pas à semblant en étant à côté sans véritablement m'y intéresser. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis du bon citoyen parce que c'est plus dur, entre guillemets, à dire et à faire ce que tu as fait sur le coup, mais c'est tellement bénéfique. Tu sais, tu y montres de se respecter. Toi, tu as une chose que tu n'aimes pas, tu veux pas aller là, mais tu te respectes là-dedans. Tu y montres toi, tu as dit que c'était pas gentil, mais j'ai l'impression que c'est gentil. Peut-être la façon qui a été dite, c'est une autre façon, mais le message en soi, il est bienveillant dans le sens de je te dis, j'ai un ressenti que je veux te partager, je le nomme, puis ce qui m'intéresse, je vais te le dire aussi, c'est toi qui me parles. Fait que tu sais, il y a comme plein de belles choses là-dedans, mais qui est dur à faire sur le moment. Puis c'est souvent ça, comme parent, ça aurait été facile. Ah, t'as bien raison, hein, je me sens mal, puis là, je vais aller te voir, puis là, tu vas là, t'es en tabarnak parce que ça ne tente pas d'être là, c'est plate. Puis elle va sentir ça aussi, l'enfant, là. Absolument. Elle sent la même, là, elle sentait une culpabilité, mais là, elle va sentir, bon, elle aime pas ça, puis c'est pas le fun, puis nanana. Ben, tu sais, la question en bout de ligne, à la fin, le constat, c'est de dire, tu fais du soccer, pourquoi? Pour me faire déplacer sur une estrade pour que je te voie, on peut-tu trouver autre chose que tu as plus envie de faire pour les bonnes raisons? Parce que finalement, le soccer, n'avait aucun intérêt. T'aimes pas ça, ouais, c'est ça. Fait que, parfait, on va trouver autre chose. Tu sais, si t'as pas envie de me parler de ta game de soccer parce que t'aimes pas ça, on va trouver quelque chose que t'as envie de m'en parler. Ouais. Wow. Puis, t'as-tu répliqué ces genres de conversations-là après? Ma fille, je trouve, elle a... Il y a des gens qui m'ont dit une fois, « Ah, ta fille, elle a une vieille âme. » Tu sais, ma fille était là aussi à peu près 6 ans, assise en arrière de l'auto, puis elle dit, « Maman, j'aime ma vie. » Puis tu sais, quand tu dis, « Oh my God! » C'est comme, comment ça peut sortir comme ça, ou à un autre moment donné, Ariel, qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis à ma place dans l'univers. Tabarouette. Tabarouette. Ah, c'est hot, ça. Non, je pense qu'elle a pas besoin de moi tant que ça. Elle est correcte. Puis comment t'as trouvé ça? Ben encore aujourd'hui, parce qu'à 16 ans, elle veut pas, tu sais, elle habite quand même encore chez vous. Oui. Comment tu deals avec tout ça? Justement, t'en parlais tantôt, là, l'entreprise, les enfants... Ben déjà, il n'y a pas les enfants. Ouais, il y a l'enfant. Moi, j'ai appris très vite, je répète pas les erreurs 2 fois. Comment je deal avec ça? Écoute, beaucoup de voyages d'affaires, vraiment, vraiment très peu de temps à la maison pendant très longtemps, pendant les premières années de l'entreprise, c'est évident. Et puis est arrivée la pandémie, où là, les voyages s'arrêtent. Puis là, on est à la maison. Très spécial. J'ai été obligée, je dis tout le temps, j'ai réappris à vivre avec mon chum et ma fille.
parce que là, je rentrais dans leurs habitudes, dans leur routine, dans leur intimité, où ils avaient tout un rythme et une vie sans moi. Puis moi, j'arrivais quand je revenais d'un voyage, puis c'était des moments d'exception. Fait qu'il y avait plein de choses qu'on faisait en moments d'exception parce que là, je revenais. Et là, tout d'un coup, les moments d'exception, c'est tous les jours. Là, je suis là. C'est moins spécial, là. C'est pas mal moins spécial. Et ça a changé. La dynamique, ça a changé. Puis on a gardé certaines choses. Elle a gardé l'habitude de venir me parler. Je sais pas, la conciliation est facile parce qu'on est capable de se parler. Ouais. Je pense que j'ai été présente de la bonne façon puis dans les bons moments pour elle, même si je fais toujours la joke de dire j'ai un seul enfant parce que le budget du deuxième, il est pour le psy plus tard. Mais non, c'est... Puis t'as-tu réussi à le vivre, cette culpabilité-là? Là? T'as-tu réussi à ne pas en avoir? Et tu réussis-tu encore? Absolument. Oui? Absolument. Puis je pense que c'est là que la conciliation devient facile. Je ne me pose pas la question de est-ce que je suis adéquate, est-ce que c'était le bon choix ou quoi que ce soit, tu sais. La culpabilité, c'est t'as deux besoins différents qui se battent, là, puis qui te disent « Ouais, t'as envie de faire ça, mais t'as aussi envie de faire ça. » Mais les deux sont légitimes. Fait qu'il faut juste trouver comment je vais répondre à ces besoins-là dans des moments séparés. Fait que moi, j'ai besoin d'être impliquée, j'ai besoin de gérer ma business, j'ai besoin de sentir que j'ai fait tout ce que j'avais à faire de ce côté-là pour m'épanouir, pour faire croître l'entreprise. Puis j'ai besoin d'être une personne présente pour ma fille. Il y a assez de 24 heures dans une journée pour trouver l'équilibre. Ben, c'est ça qu'au bout de la... Ouais, c'est ça, au bout de la ligne, c'est qu'on a tous notre besoin, chacun est tout différent. Fait que toi, mettons, moi, je vais vivre quelque chose d'une façon, puis ça veut pas dire que toi, tu vas la vivre. Tu sais, il faut que tu la vives comme moi. On a tous des besoins différents. Fait que tu as réussi à trouver pour toi cet équilibre-là entre justement ta famille, tes travails, ton implication sociale. Tout ça, tu te sens confortable dans tes différentes sphères. C'est exactement ça. Les gens disent, est-ce que tu as un bon équilibre travail et vie personnelle? Ben moi, je trouve que oui. Si tu le regardes, toi, de l'extérieur, tu vas dire, oh my God, elle n'a pas d'équilibre. Mais c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Moi, je considère que j'ai trouvé la bonne façon parce qu'encore une fois, quand il y a chacun des moments que je veux vivre, tant dans l'entreprise que dans ma vie personnelle, c'est le vide de tout le reste pour pouvoir être disponible et présent pour ce moment-là. Puis c'est comme tu dis, j'imagine que quand t'es avec ta famille, ben t'es là. Oui. T'es pas à moitié là. Ben ça, le danger d'être beaucoup autant dans l'entreprise qu'en famille, là, c'est que si t'es dans l'entreprise, puis là, faut que tu penses à ta famille pour je sais pas quoi, puis là, t'es chez vous, faut que tu penses à la business, tu réponds à des courriels, ben là, t'es juste jamais là, à nulle part. Tu veux-tu nous parler d'une réalité à partager une business avec 3 frères? Ouais, hein? Non, mais c'est ça, pareil, tu sais, qu'au bout de la ligne, faut... Puis c'est un peu ça, moi aussi, qu'au début, j'ai cherché beaucoup ce fameux équilibre-là de dire, bon, je vais être là au travail, je vais être là à la famille. Puis à un moment donné, j'ai bien vu, ça marche pas, là. T'as essayé ça. Des fois, les enfants sont malades, puis tout ça, puis j'ai pas le choix. Faut que je sois là, faut aller au médecin, il faut aller à l'hôpital, puis whoop, là, la business, une couple de jours va prendre un peu plus le bord. T'essayes de faire tout ce que tu peux, puis après ça, ben c'est le contraire, là. La business, j'ai des événements, j'ai des affaires, ben là, faut que tu fasses ça, tu vois moins la famille, puis au bout de la ligne, c'est toi qui sais ce que tu as de besoin. Exactement. Personne d'autre. C'est ça qui est dur à trouver, je trouve. Là. Absolument, parce qu'on a des modèles mentaux d'un idéal qu'on essaye d'atteindre. Ouais. C'est tous les stéréotypes. Ah, la superwoman est capable de tout équilibrer, etc. Donc... Non, c'est un petit peu de chaos dans tout. Oui, c'est ça. C'est d'apprendre à vivre avec ça, ce chaos-là. Puis, tu sais,
tu l'as mentionné, mais nous autres, dans l'entreprise familiale, c'est la même chose. Là. Ma réalité d'équilibre n'est pas la même que mon frère Rémi, que mon frère Seb, que mon Ouais. père. Fait que Tout à fait. ça revient à ce que tu as dit tantôt, d'être capable de se parler. C'est juste ça qui est important. C'est que de comprendre l'autre et d'échanger ce qu'on sent qui... Nous, on perçoit, oups, ça, j'aime moins ça ou ça, j'aime ça. Quand tu es capable d'échanger là-dessus, ben là, tu comprends l'autre puis tout est correct tu sais, au bout de la ligne. Tout à fait. Puis ce serait quoi, tu dirais, ton plus grand rêve environnemental? De Environnemental. ton impact, là, dis ça, je rêverais de ça. Un grand rêve, en fait, moi, j'ai tout le temps, je suis déjà en train de le vivre. C'est pas, j'ai pas de... Faut pas que ce soit trop grand puis que tu te dises, tu sais, Ouais. un jour, je vais arriver à ça. J'ai quelqu'un une fois, quand il y a eu... On a 10 ans d'écart tous les deux, puis lui a fait ses 50 ans. Et moi, je faisais 40 ans dans cette même année-là. Puis on était allés luncher ensemble, puis il me dit... il avait sa propre entreprise, puis il me dit, j'en peux plus, je vais fermer ma business. Il dit il dit, j'arrive à 50 ans, je ne vis pas ce que j'espérais avec mon entreprise. Je vais fermer ma business. Je suis pas bien. Ouais. Puis il me dit, tu sais, il dit, là, toi, t'as 40. Il dit, dans 10 ans, là, fais attention, là. Où est-ce que tu veux être dans 10 ans, là? Il dit, parce que, il dit, c'est tough, là, quand tu arrives à 50 ans puis tu te rends compte, je suis pas là où je voulais. Et moi, j'ai comme fait, mais tu sais quoi? J'ai 40 ans, puis je suis là où je voulais être. Puis si dans 10 ans, je continue à avoir le même plaisir à me lever tous les matins, à aller rejoindre mes équipes, à travailler en sachant que j'ai un impact, puis qu'on a un impact en tant qu'entreprise sur l'environnement, c'est tout. Ouais. C'est juste ça. Mon rêve, c'est ça. C'est de dire continuer à avoir la même passion et le même plaisir à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ça ne va que s'améliorer. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu te questionnes des fois? J'ai-tu le même plaisir que j'avais là 4 ans? Ça arrive, absolument. Il y a tout le temps des moments, il y a tout le temps un événement où on se sent fatigué à un moment donné, puis on se dit, est-ce que je suis encore la bonne personne pour porter ce projet-là? Et être capable de se questionner puis de se dire, pourquoi est-ce que je pense que je suis pas la bonne? Pourquoi est-ce que là, il y a un petit morceau de passion là, qui vient de se briser? Puis souvent, c'est un petit enjeu hyper opérationnel là, qu'on se dit, OK, si j'enlève cette épine-là, le plaisir revient. Fait que, courage, on se libère de ce problème-là. Puis là, tout d'un coup, ça réouvre l'horizon. Puis on se dit, je suis la bonne personne. Puis est-ce que des fois, tu as ce choix-là, des fois à faire? Tu sais, tu as parlé tantôt de que tu as fait un geste écologique qui était financièrement bon aussi, qui était plus rentable pour toi, mais il y a quand même des fois des gestes écologiques qui coûtent plus cher pour faire attention à l'environnement. Est-ce que tu es en combat des fois à dire est-ce que je vais jouer sur ma marge ou faire moins de bénéfices, peu importe, pour aller d'un stade plus haut écologiquement? Moi, je prétends que si une démarche de développement durable est bien intégrée vraiment dans un modèle d'affaires puis que c'est cohérent avec tout un système de valeurs dans l'entreprise, ça ne peut pas coûter plus cher parce qu'il y a énormément de bénéfices. Mais quand on fait des petites initiatives qui sont mal arrimées, qui sont peut-être pas justement dans un contexte global pour le modèle d'affaires, là, on se retrouve dans un contexte où, en effet, ça peut être des coûts, puis là,
perd en Ouais, rentabilité. c'est ça. Puis oui, on est face au fait que à un moment donné, tu sais, j'ai un de mes mentors qui m'avait dit une fois, il dit If you want to be green, think green first, en faisant un geste comme ça, des billets, D'argent, ouais. l'argent. Et j'ai dit, non, c'est pas ça l'objectif de l'entreprise, c'est pas de faire de l'argent. Mais il dit, mais t'as pas le choix Ouais, oui. pour porter une mission aussi importante, t'as pas le choix. Et j'ai OK, il a raison. Fait que revoyons le modèle d'affaires pour s'assurer justement qu'on a quelque chose qui est un processus rentable, pérenne, mais qui va mettre le développement durable au cœur de toutes les décisions. Fait que tu dirais que tu fais pas de geste qui fait juste coûter plus cher Non. pour l'environnement, mettons. Non. Fait que tu penses justement à toute ta rentabilité face à ça. Mais, tu sais, on utilise 35 moins de plastique, on utilise 39 moins de carton, on a éliminé tous les sacs de plastique, on a des équipements industriels hyper performants, on utilise 55 moins d'eau et d'électricité à la fabrication. Tu sais, comme je dis tout ça, là, puis je dis, mais comment est-ce qu'on peut croire que ça va coûter plus cher? Si ça coûte plus cher, il manque quelque chose. C'est pas intégré dans un processus complet. Parce que sinon, ça s'équilibre. C'est nécessairement rentable parce qu'on a éliminé le gaspillage, puis on va faire plus avec moins. Ouais. Puis au niveau des pénuries de main-d'œuvre, etc., moi, j'en ai pas. J'en ai jamais eu depuis les 10 dernières années. On n'en a pas de problématique de recrutement, de pénurie de main-d'œuvre parce que on n'est pas très nombreux. Parce que justement, on fait plus avec moins d'employés, plus de robots, par exemple. Mais on a investi pour faire en sorte que on est hyper optimisé et les gens ont un emploi, ont un job qui est à valeur ajoutée. Ils ont véritablement eux-mêmes le sens de leur impact. Ils savent pourquoi ils se lèvent le matin, puis ils sont là, ils sont engagés, ils sont mobilisés. Ça attire et ça retient d'avoir justement une mission puis un modèle comme ça qui a de l'impact positif. Puis j'imagine que ça doit être quand même facile d'impliquer les gens dans des causes sociales que tu supportes ou qui veulent supporter parce que justement, tu es vu comme une entreprise comme ça. Fait les gens qui vont vers toi veulent probablement ça aussi. Absolument. Ça, c'est souvent, on a eu des gens qui ont envoyé leur CV en disant « Mais vous êtes une B Corp, je veux travailler pour une B Corp. Ouais, » Souvent, c'est parce que, justement, ça sous-entend que il va y avoir une considération, il va y avoir une mise en évidence de l'employé vraiment à travers des conditions qui sont valorisantes, etc. Donc, oui, ça attire. C'est inévitable. Mais tant mieux, c'est sûr. On est deux entreprises qui n'ont jamais eu de problème de main-d'œuvre. C'est quand même rare. C'est là, très rare. Ouais. Mais félicitations pour ça, c'est le fun. Puis comme consommateur personnel, est-ce que tu changes tes habitudes aussi? Ou c'est plus dans l'entreprise que tu focuses? Parce qu'à un moment donné, tu peux pas focuser partout. Là, il faut être cohérent avec mais tout. ouais. Il faut être cohérent dans tout. Oui, dans tout ce qu'on fait, que ce soit individu ou professionnel, personnel ou professionnel, il faut avoir de la cohérence avec nos valeurs. On fait, dans l'entreprise, on va faire des petits lunch and learn sur le recyclage ou le compostage, etc. C'est pas pour le programme de l'entreprise dire OK, on va faire du compost dans notre cafétéria. C'est pas là qu'on a un vrai impact. On le fait parce que ça fait du sens pour nous. Mais quand on fait des lunch and learn sur des sujets comme ça, c'est pour sensibiliser les employés, c'est pour s'assurer que chez eux, ils vont ramener ces pratiques-là. Ils vont pouvoir passer le message à leurs enfants. Ils vont pouvoir former justement des meilleurs citoyens futurs. Fait que oui, moi aussi, dans ma vie
de tous les jours. C'est sûr, je roule en véhicule électrique. C'est sûr, j'ai construit une maison éco-responsable. Même dans le chantier qu'on a fait avec le groupe Protec, ça a été ça. Ça a été de dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte de choisir les bons matériaux, de faire une construction qui va avoir le moins d'impact possible. C'est des défis constants. Oui, ça c'est sûr. Là. Puis j'aimerais ça que tu me parles du plastique. Parce que je sais que, tu sais, tout ce qui est, tu sais, des tuyaux de plastique, du vinyle, des affaires comme ça, qu'est-ce qui environnementalement, là, qu'est-ce que ça vient de où, cette prise de conscience-là? Alors, le plastique. Le fameux plastique. Ah là 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 là. Il y en a partout. Oui. Puis c'est un matériel qui est extraordinaire. Ça a permis véritablement de faire des grandes choses. On est entouré de plastique. Le plus gros problème, le plastique a 2 problématiques. Il a, premièrement, sa source, qui est fossile au départ. Pour pouvoir polymériser, créer du plastique, c'est à base de pétrole. Donc, il y a un enjeu sur toute cette extraction de matières fossiles. Mais son plus gros enjeu, après, c'est la gestion de fin de vie. C'est le fait que il y a des tonnes et des tonnes de plastique qui se retrouvent dans les océans. C'est un énorme polluant. Fait qu'en gros, de faire un objet de plastique, c'est si on est capable d'être conscient de comment on reste responsable de l'extraction jusqu'à la fin de vie, c'est là qu'on est capable de voir justement à faire les choses différemment. Et tous les plastiques ne sont pas égaux. Tous les plastiques ne sont pas égaux. Tous les produits qui sont fabriqués en plastique ne sont pas égaux. Des produits comme des pailles de plastique, des ustensiles de plastique qui ont une utilisation de 10 minutes et quart et ça s'en va aux poubelles, ce n'est pas la même chose qu'un cadre de fenêtre qui va durer 40 ans dans une maison. Fait qu'il faut savoir où est-ce que le plastique a sa place, où est-ce que ça fait du sens et comment est-ce qu'on peut s'assurer que tant dans l'extraction, on utilise les bons partenaires qui vont avoir des produits qui vont transformer avec une meilleure conscience, avec un meilleur approvisionnement. C'est toute une chaîne de valeur à évaluer. Tous les fabricants de plastique ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas tous au même niveau de sensibilité et de soucis de l'environnement. Ils ne font pas tous les choses de la même façon que les transformateurs, comme Écolofarm, ne font pas tous les choses de la même façon. Et après ça, la gestion de fin de vie, bien, tous les produits ne sont pas gérés de la même façon dans les centres de tri, par les recycleurs, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on a attaché une chaîne de valeur qui va avoir le moins d'impact possible sur l'environnement et rester responsable de chacun des impacts de cette chaîne de valeur-là pour réduire au maximum ce qui est négatif. Parce que j'ai été quand même surpris. J'ai été voir des amis qui habitent au Mexique. Puis eux, dans leur maison, il n'y a aucun plastique. Rien. Puis là, j'étais là une semaine. Je suis revenu chez nous. Tabarouette, j'ai bien du plastique. J'ai quasiment traumatisé. Il dit, j'en vois partout. Là, je voyais pas ça. On dirait avant, mais quand t'es d'une maison, il n'y en a rien. Là. Les jouets d'enfants, tout. Il n'y a aucun plastique. J'ai La cuvette du siège de toilette est faite avec quoi? Là, je sais pas. Peut-être. Faudrait que j'y demande. Hein, Puis, je m'en rappelle pas. Mais sûrement qu'il est en plastique. Là. On a des... Tu sais, je regarde le fauteuil ici. Les types de fibres qu'on a, il y a tellement maintenant du plastique qui est intégré dans des fibres textiles, etc. Mais ça allonge la durée de vie. Donc, si on est capable d'allonger la durée de vie d'un produit parce qu'on va y avoir filé un peu de plastique, de latex, etc., ou de spandex dans un tissu, c'est pas ça la problématique. Ça a sa place parce qu'on a un produit qui va durer plus longtemps. Fait qu'encore une fois, on va avoir fait plus longtemps de vie, donc moins d'impact sur l'environnement, parce qu'on va avoir allongé la durée de vie du produit grâce à l'intégration d'un plastique. Oui, mais... Fait que, puis est-ce que toi, tu regardes, parce qu'écologiquement, il y a le plastique, mais aussi humainement,
qu'on a du microplastique à cette heure dans plein d'affaires, que tu sais, autant dans notre linge, il y a du plastique, qu'au final, ça va dans ta peau, à la longue, tout ça. Est-ce que tu penses aussi à ce côté-là ou c'est vraiment plus environnemental? L'environnement, c'est l'humain est tellement un gros morceau, hein, on s'entend. Il faut en être conscient. Puis là-dessus, moi, je dis encore une fois, tous les plastiques ne sont pas égaux. Il y a des produits, par exemple, des produits concurrents à ce qu'on fait, qui sont fabriqués en PVC. Le polyvinylchloré, dans des cadres de fenêtres qui vont durer 40-50 ans, ça vaut la peine. T'as le choix de ça ou de l'aluminium ou à l'époque du bois, mais ça vaut la peine. Ça va durer 40-50 ans, c'est bon. Mais sur un produit qui a une durée de vie de 30 ou 90 jours pour tenir un médicament, le PVC, c'est weird d'utiliser ça parce que le PVC ne se recycle pas. Donc, déjà, tu te dis, mauvais choix de matériel. Il y a d'autres avenues pour s'assurer justement qu'on va avoir moins d'impact puis on va moins polluer en fin de vie. Mais même au tout début de la chaîne, la polymérisation d'un PVC génère énormément de produits cancérigènes. Donc, moi, transformer du PVC, c'est stable, c'est pas problématique. Ça peut, à la rigueur, dégager du chlore un peu si tu te trompes de température, mais c'est pas un gros risque sur la santé de mes travailleurs de travailler du PVC. Mais pour ceux qui font la polymérisation, c'est toxique. Donc, plus je vais demander, plus il va y avoir de demandes de ce matériel-là, même si moi, ça n'a pas d'impact dans mes 4 murs dans mon usine, ça va avoir eu de l'impact sur des travailleurs ailleurs, dans une autre industrie. Donc, c'est là où je pense qu'il faut pousser la responsabilité sociale d'une entreprise à un autre niveau. C'est que moi, si je me regarde mon petit nombril, je peux travailler du PVC, puis ça n'a pas d'impact. Mais ça a de l'impact sur quelqu'un d'autre à quelque part. C'est un peu le contexte de, par exemple, quand on achète un T-shirt. Ouais, mais moi, j'ai acheté mon T-shirt, puis je suis bien dedans, etc., puis je vais le porter longtemps, puis je l'aime, mon T-shirt. Ouais, mais il a été fait par des enfants au Bangladesh. Il y a eu un impact sur quelqu'un d'autre à quelque part. Fait que c'est d'être capable d'avoir cette vision de, encore une fois, toute la chaîne, c'est où les impacts négatifs. Oui, puis il y a tout le temps, ce que je trouve intéressant dans ton point de vue, c'est que des fois, tu entends « Oui, mais si moi, je commande pas, il y a quelqu'un d'autre qui va en commander, tu sais. » Mais au final, tu dois faire la différence pour toi, parce que si tout le monde dit ça, il se passera rien. Soyons cohérents avec nos valeurs. Ouais, si toi, ça te dérange, arrête. C'est tout. Puis si ça te dérange pas, ben... Malheureusement, il y a d'autres choses. Non, c'est ça. Non, mais au final, des fois, c'est ça aussi, c'est que toi, ta mission est claire, puis il y a quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Absolument. Puis c'est correct aussi, tu sais, c'est pas... Des fois, on a l'impression que faut que tout le monde fasse ce qu'on fait, mais dans le fond, tout le monde s'en va dans son créneau, dans ce que lui, il croit qui est la meilleure affaire, puis il prend la meilleure décision pour lui. Puis après ça, oui, on peut conscientiser avec des podcasts. Absolument. Mais au final, si toi, t'as aucun impact, puis une affaire que t'as un énorme impact pour toi, ben fais ça là. Faut prêcher par l'exemple. Ça, c'est évident. Ça, je pense que tu l'as dit, le podcast, il sert à ça. Il y a plein d'autres façons, mais c'est sensibiliser, éduquer, c'est puissant. C'est vraiment très puissant. Mais à quelque part, you do you. Ouais, c'est ça. je ne suis pas... on revient à la rebelle activiste. Ouais. Je ne forcerai jamais personne. Non, mais à quelque part, quand on est capable d'expliquer tout ce qu'on fait, ben ça fait du sens. Puis c'est là où les gens disent, ben, pour moi, c'est cohérent avec mes valeurs, donc j'adhère. C'est tout. Puis avant qu'on termine, t'aurais-tu un conseil, quelque chose, peut-être un sujet qu'on n'a pas parlé que t'aimerais avant qu'on finisse ou un petit mot de fin à partager? Un petit mot de fin?
oser challenger tout le temps. Challenger les gens qui nous entourent pour qu'ils se dépassent, pour qu'ils soient eux-mêmes, justement, cohérents avec leurs valeurs, qu'ils se connaissent, puis qu'ils soient capables, justement, d'enrichir une communauté. Challenger nos façons de faire, nos processus, notre modèle d'affaires, parce que c'est tellement puissant comme outil de transformation d'avoir une entreprise qui est cohérente, encore une fois, avec des valeurs fortes, avec une mission. Puis challenger aussi des stéréotypes, aller chercher les enfants à l'école, etc. Moi, il y a des équilibres qui sont innovants. Il faut innover dans l'équilibre. Oui, clairement. Fait que c'est plus ça, c'est oser challenger un peu les biais qu'on a dans notre tête qui nous disent « Ah, mon Dieu, il faudrait que je fasse ça comme ça parce que c'est le même. » C'est le même. C'est comme ça que tout le monde voit et fait les choses. Fait que non, il y a d'autres façons. Ouais, oser. J'aime ça. Oser challenger. Oui. Ben, merci à toi de ton ouverture, surtout de t'ouvrir à tout le monde comme ça. C'est quand même... Ben, j'ai une ado qui sera peut-être pas contente de l'écouter, ce podcast-là. Elle écoutera un autre. Oui, c'est ça. Pas lui. Non, mais je trouve ça le fun parce que c'est des sujets pour vrai qu'on ne parle plus ou moins, que des fois on a peur de parler parce que là on a peur de déplaire à quelqu'un qui va écouter ça ou peu importe, mais je trouve ça beau de voir comment tu es capable de montrer ta différence de qui tu es dans le fond. Là. C'est qui tu es réellement. Des fois on le cache parce qu'on a peur du jugement ou peu importe, mais je trouve ça beau de te voir comme ça. Fait que merci Sandrine pour la belle échange. Puis juste avant, je vais te donner ton cadeau d'invité. Oh là là! Nos belles lettres bienveillantes. Oh. Fait que c'est des lettres que je distribue un peu partout. Je laisse ça sur mon chemin, dans des épiceries, dans des parcs, à la bibliothèque, peu importe. Puis à l'intérieur de la lettre, quand la personne trouve ça, ça dit justement de prendre ce moment-là comme une belle synchronicité de quelqu'un qui a pensé à une autre personne qu'on ne connaît pas, mais de profiter de ce petit moment-là pour se donner une gratitude, un beau moment pour soi, puis que la vie est bonne, puis que il y a des gens qui pensent à d'autres personnes sans les connaître, fait que... Ah, c'est vraiment cute, j'adore ça. Un petit geste qui fait une grande différence dans la vie, fait que tu distribueras ça où est-ce que ça te chante. Oui, j'ai l'impression qu'il y a du monde dans mon coin qui vont voir, vont voir apparaître des lettres. Fait qu'un gros merci, Sandrine. Puis si on veut te suivre, c'est où principalement? Écolofarm ou c'est LinkedIn? Écolofarm, sur mon profil LinkedIn pour ce qui est professionnel. Puis si on veut me suivre personnel, ben je suis absente de tout. Ouais, c'est ça. C'est impossible. C'est bon, ça. Fait que de toute façon, les liens vont être aussi dans la description de l'épisode. Fait qu'allez voir ça, Écolofarm sont exceptionnels. Puis toi aussi. Merci beaucoup. Puis si tu t'es rendu jusqu'ici, ben partage parce que, comme on disait, le podcast sert aussi à ça, d'ouvrir la conscience, de faire comprendre plein de belles choses. Fait que je suis certain qu'il y a plein de gens qui vont avoir des belles pépites à travers l'épisode. Fait que merci beaucoup, Sandrine. Merci Francis.